Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir donc pour cette keynote dont la thématique sera la démocratie est-elle menacée par l'IA? Et pour traiter ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir donc Alice Barbe et je vais vous expliquer un petit peu son parcours pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Alors de quoi on va traiter? Effectivement, nous allons adresser finalement le sujet de l'impact de l'intelligence artificielle sur les démocraties dans le monde, avec des exemples concrets de dérives que tu as pu observer, toi Alice, à travers finalement des observations et des études et des recherches que tu as pu faire, mais aussi à travers des exemples concrets dont tu as fait l'objet toi-même. Effectivement. Et puis, on a envie de terminer aussi par une note positive dans cette keynote, en essayant de voir ensemble quelles seraient finalement les solutions qui pourraient permettre à l'IA d'être une force pour les démocraties. Alors Alice, tu es une entrepreneuse sociale qui a cofondé plusieurs organisations à impact. Tu as été notamment cofondatrice de Singa, qui est un mouvement citoyen international qui soutient les réfugiés en Europe. D'ailleurs, il y a un stand Singa, si vous voulez aller jeter un œil. Tu as participé aussi à la première cohorte de l'Obama Scholar de la Fondation Obama à Columbia University en 2018-2019. Mais surtout, tu as un engagement de très longue date au sein de plusieurs mouvements civiques contre les violences basées sur le genre, contre aussi le cyberharcèlement, et en tant que victime toi-même, bien entendu. Tu as coordonné aussi quelques évacuations humanitaires en Afghanistan, en Ukraine, et tu as publié récemment un livre dont j'aime beaucoup le titre, « On ne naît pas activiste, on le devient », en 2021. Et enfin, tu enseignes aussi dans quelques universités. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2021, tu as fondé l'Académie des futurs leaders qui vise justement à soutenir une nouvelle génération politique. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est et comment t'es venue l'idée finalement de la création de cette académie et comment tu intègres l'IA dans ces sujets justement de politique? J'ai un CV de malade en t'écoutant. Magnifique, c'est pour ça que tu es là. J'en étais même pas consciente. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir parce que c'est un sujet qui est quand même assez délicat de parler politique. En général, quand j'en parle, notamment dans le monde de l'innovation, le monde des entreprises, on se bouche un petit peu le nez en disant il ne faut pas politiser. Et moi, je suis un peu la reine des causes désespérées. Parce que c'est sûr, quand on travaille sur le harcèlement, sur les réfugiés, sur les femmes et sur la politique, en général, c'est surtout des sujets qui ne passionnent pas et auxquels finalement peu de gens au départ veulent prêter attention. Alors moi, j'ai voulu monter l'Académie des futurs leaders il y a 2 ans avec l'idée d'accompagner et soutenir des activistes, des entrepreneurs sociaux, des gens qui font la différence au quotidien, qui travaillent pour la justice sociale, la justice climatique, pour la démocratie et qui veulent se lancer en politique. Pourquoi ? Je pense que tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui qu'il y a comme une espèce de grosse défiance politique. Les partis ont du mal à former, les partis ont du mal à mobiliser. En même temps, ils n'ont plus d'argent pour le faire, donc c'est assez compliqué pour eux. En même temps, en parallèle de ça, ils n'arrivent pas à mobiliser, mais il y a des gens extraordinaires qui font des trucs de dingue tous les jours pour changer la société. Je pense à, par exemple, Stéphane Ravaclé, qui est un boulanger gréviste de la faim, qui a fait une grève de la faim pour sauver son apprenti, Lei, et qui est venu à l'Académie parce qu'il voulait se lancer en politique. Et surtout, et ça c'est un point qui me tient très à cœur, l'extrême droite augmente de manière ultra significative. Et c'est un peu l'éléphant dans la pièce dont on parle très peu. Les gens ont tendance à avoir plus envie de voter pour des partis, pour des mouvements qui vont répondre à leur peur principale. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a peur. Moi, j'ai peur. J'ai peur pour mon fils qui ne puisse pas se faire soigner à l'hôpital. J'ai peur de l'intelligence artificielle et de la désinformation. J'ai peur de me remettre en couple et potentiellement être une femme battue et aller voir la police et me faire envoyer bouler par les flics. Et en fait, je trouve que l'extrême droite a de très très bonnes techniques pour répondre à ces peurs. Ils vont toujours désigner un coupable. L'Europe, les élites, les immigrés. Et eux, ça fait 40 ans qu'ils se préparent. Et ils se préparent par la tech, ils se préparent par l'intelligence artificielle. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais j'ai vu cette semaine que Elon Musk était là aujourd'hui. Et j'étais un peu choquée parce que le moment où il a été annoncé à Vivatech, et ça a fait beaucoup de bruit, et c'est super, il y a beaucoup de gens qui veulent venir l'écouter,
Au même moment, il a posté un truc sur Twitter avec une grosse paire de seins et à la place de la tête de la femme, un drone qui cible, je crois, un hôpital, en disant l'intelligence artificielle, c'est super. On sait le pouvoir que peut avoir Elon Musk, notamment aux États-Unis, sur la démocratie. Et ce n'est pas des sujets qui se connectent entre eux. Bah justement, tu commences, c'est une bonne digression, c'est une bonne transition, excuse-moi. On parle souvent effectivement des mouvements politiques et comment finalement les mouvements politiques vont utiliser l'IA, mais surtout pour faire passer des fausses informations ou des informations erronées. Et ça, c'est des éléments que tu as pu observer, mais dont tu as été victime toi-même finalement. Est-ce que tu peux nous parler de ces méfaits finalement de l'IA ? Alors, il y a l'IA d'un côté et puis il y a aussi les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux de l'autre. Ok, moi, je ne traite pas des sujets faciles. Je suis une femme. Je travaille sur des causes sensibles. Et il y a 4 ans, il y a un média qui s'appelle F de souche, français de souche, tout est dans le titre, qui a relayé une interview que j'avais donnée à Libération. Ils l'ont juste relayée sur leur Facebook, sur leurs réseaux sociaux. Dans l'heure, j'avais 350 menaces de mort et de viol. Je recevais des messages comme « On va égorger ton enfant »,« On veut que des millions de migrants te baisent à mort »,« On va t'égorger, salope ». Je me suis retrouvée avec des mecs qui me suivaient dans la rue. Je me suis retrouvée dans des conférences comme celle-là avec des types qui faisaient ça. Donc j'ai porté plainte. Ça a duré 2 ans. Il y a un dossier de 800 pages. La police est allée interroger près de 200 personnes partout en France. Et à la fin, j'ai réussi à faire condamner 7 personnes pour injure. Ce qui s'est passé, c'est que les personnes que j'avais en face de moi au tribunal, c'était des monsieur tout le monde. Il y avait même une dame, c'était madame tout le monde. Il y a un homme, il m'a fait penser à mon père. C'était juste des gens qui disaient j'ai pas fait exprès, en même temps je pensais pas que c'était grave, j'ai été piratée. Enfin, voilà. Mais c'était des personnes en précarité. C'était des personnes qui étaient complètement inconscientes de ce qu'elles étaient en train de faire. Et le gros sujet, c'est comment un média qui s'appelle F de souche, évidemment, ce n'est pas les lecteurs de Libération, va utiliser des informations sur ce que moi je peux faire, mais aussi sur l'immigration en général, et la propulser sur les gens dont j'ai parlé tout à l'heure qui ont peur, sur un site qui a 1 million de lecteurs mensuels. Et F de souche, ils sont inattaquables. Le problème est là. Il y a énormément de personnes qui se coalisent, qui travaillent ensemble au niveau de l'Union européenne notamment. Les partis d'extrême droite utilisent beaucoup ces médias. Ils se parlent, ils travaillent ensemble. Il y a un monsieur qui s'appelle Steve Bannon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a monté une plateforme qui s'appelle Cambridge Analytica. Je ne vais pas raconter Cambridge Analytica, tout le monde est au courant du scandale que ça a pu être. Et ce monsieur a monté une fondation, Steve Bannon a monté une fondation à Bruxelles pour financer, soutenir, accompagner les partis d'extrême droite en Europe. Moi, je trouve ça assez terrifiant. Quand on sait, et on le sait aujourd'hui, qu'il existe des fermes de trolls à Saint-Pétersbourg, l'Internet Research Agency qui appartient à Prigojine, qui est la milice de Wagner russe, qui a des centaines de personnes qui sont payées tous les jours pour tweeter, écrire, cyberharceler en plusieurs langues, générer de la polarisation et générer des débats qui peuvent être stériles et aller jusqu'à la violence, exciter finalement les peurs et la violence de tout le monde. Ça pose de grosses questions sur comment la démocratie va pouvoir faire face, parce que j'ai le sentiment qu'en face, le camp progressiste n'est pas très fort et pas très outillé. Vous avez tous en tête ces moments où Mark Zuckerberg est au Sénat américain et au Congrès et on lui demande alors comment vous avez des pubs sur WhatsApp. Et on voit aujourd'hui que les représentants politiques finalement ont très peu d'expertise technique et, sur l'intelligence artificielle, sur la tech, sur les réseaux sociaux et se sentent très démunis et ont beaucoup de mal du coup à se poser les bonnes questions quand il s'agit de parler de régulation ou tout simplement d'apprentissage et d'éducation. On parlait, mais finalement, quelles seraient les solutions? Comment les politiques peuvent intervenir pour réguler ce flux d'informations? Est-ce que tu traites de ce sujet-là, justement, au sein de l'Académie? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que tu as pu observer aussi auprès des politiques des prises de conscience sur le fait que l'IA puisse avoir un impact négatif, là, pour le coup, dans les systèmes démocratiques aujourd'hui? Alors, il y a une histoire que j'aime beaucoup, parce qu'à l'Académie, on a à peu près 60 heures de cours sur la tech, l'intelligence artificielle, la blockchain, ChatGPT. Moi, j'aimerais bien former des leaders politiques qui savent justement de quoi on parle. Mais il y a un autre sujet qui est très politique, c'est comment on va utiliser l'IA, parce que l'IA, elle est politique. La data,
et politique. La data, par exemple, ça nous permet de comprendre un sujet et donc de régler des problèmes. Je parle d'un sujet très controversé, par exemple, les statistiques ethniques. On ne peut pas mesurer le racisme si on n'a pas des données. On ne peut pas mesurer le sexisme si on n'a pas des données. Une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, on l'a su parce qu'on a mesuré, parce que des associations ont compté les femmes assassinées. Et aujourd'hui, le concept de féminicide existe. Et ça, c'est politique quand on commence à compter les choses. Il y a un deuxième point, quand on travaille sur les algorithmes. Alors, il y a un grand sujet sur les algorithmes, par exemple, les caméras de surveillance algorithmique qui ont été approuvées pour les Jeux Olympiques uniquement, mais potentiellement vont se poursuivre après en France. Il y a un autre sujet sur la présomption de fraude, la détection de la fraude par les services sociaux. Et il y a un exemple très intéressant à Rotterdam, où, parce que, oui, les organismes comme la CAF ou l'équivalent de la CAF aux Pays-Bas ne sont pas transparents sur leurs algorithmes. Et des journalistes ont fait une investigation à Rotterdam et ils ont réussi à rendre transparent l'algorithme de la CAF, l'équivalent de la CAF à Rotterdam, pour voir comment l'algorithme fonctionnait pour identifier les potentiels profils les plus susceptibles de frauder. Le résultat, c'est les mamans célibataires. Donc on voit quand même on peut supposer qu'il y a des biais. Il y a un tout petit biais. Et la question Mais ces biais, ces algorithmes se construisent par les humains. Nous sommes d'accord. Oui, et peut-être pas par des femmes célibataires, racisées. Donc la première solution, c'est déjà plus de diversité dans les personnes qui fabriquent, mais aussi dans les prises de décision politiques. Mais une deuxième solution, c'est de se poser la question de comment, notamment face à la montée des mouvements antidémocratiques, on peut, au lieu d'utiliser la transparence algorithmique pour détecter la fraude, mettre la transparence algorithmique au service des personnes qui en ont le plus besoin, qui ont le plus besoin, par exemple, des aides sociales de la CAF. Et peut-être inverser le paradigme de fraude, suspicion, qui est politique à la fin. Effectivement. Alors, moi, c'est quoi finalement, maintenant c'est vrai qu'on a dressé un portrait un peu alarmiste, hein, on se dit oh là là, effectivement, l'IA est une véritable menace, mais effectivement, il y a des solutions quand même. Est-ce que tu as pu observer aussi des choses positives à travers l'IA et comment l'IA peut devenir une véritable force, un atout pour les démocraties dans le monde ? Moi, je le vois beaucoup au niveau de certains partis politiques, par exemple, qui vont l'utiliser pour mobiliser, pour mettre en place des processus plus démocratiques, pour avoir plus de transparence. Je le vois malheureusement assez peu en France et je suis désolée, je reste encore très pessimiste là-dessus parce que les ressources, les moyens sont assez faibles finalement. Ils sont assez faibles quand il s'agit de servir une cause qui va être pour l'intérêt général, pour le bien commun. Alors qu'on a énormément de ressources en face. Je ne sais pas si vous avez vu cette fake news qui dit que l'Union européenne va forcer les Européens à ne plus manger de viande en Pologne. Ça a été introduit par les partis d'extrême droite polonais et cette fake news a fait le tour du monde. En Chine, tout le monde maintenant est persuadé que la viande est illégale. Donc moi, finalement, en termes de solutions, j'aimerais surtout appeler tout le monde à politiser son action quand il s'agit de technologie, quand il s'agit d'intelligence artificielle, quand il s'agit d'envoyer des fusées dans l'espace. À toujours se poser la question de qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je peux faire qui va finalement pas juste améliorer le confort individuel, la vie, l'économie, l'entreprise, mais la société dans son ensemble. Alors, est-ce que pour les personnes ici qui sont également présentes, est-ce que tu as envie de leur faire passer un message, notamment par rapport à cette volonté, c'est ce que tu dis, hein, tout le monde est politique, finalement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire collectivement pour qu'on intègre un peu plus, effectivement, la politique, mais que soit responsable aussi face à cette IA et aussi peut-être à travers l'académie, parce qu'on en a parlé juste un petit peu au début, mais comment tu vas traiter finalement ce sujet-là? Et puis, est-ce que les membres du public ici peuvent se renseigner s'ils ont envie d'être aussi activistes? Je suis sûre qu'il y en a. Je sais qu'il y en a déjà dans la salle. Moi, je rêve de la co-construction de politiques progressistes autour de ces questions-là. Il n'y en a pas aujourd'hui. Moi, je ne vois pas de politique progressiste sur la sécurité algorithmique. Je ne vois rien qui soit créatif, intéressant et auquel les gens pourraient s'intéresser. Mais est-ce qu'au niveau international, parce que c'est vrai que tu travailles aussi avec la Fondation Obama sur ces questions-là, au niveau international, parce qu'au niveau de la Fondation Obama, vous êtes plusieurs, si j'ai bien compris, à partager vos expériences par rapport à cette question-là. Est-ce que tu as senti au niveau aussi international des éléments par rapport à la régulation ou des choses positives ou des solutions? Les nouvelles
nouvelles sont pas bonnes. Je vais être très honnête, les nouvelles sont pas bonnes quand on se met, et c'est un échange que j'ai eu avec le président Obama aussi, quand on se met autour de la table avec les grands patrons de la tech, ils se posent plusieurs questions. Ces questions, elles sont d'abord géopolitiques. On va pas se mentir, hein, il y a la Chine en face, il y a la Russie en face, il y a des enjeux géopolitiques, il y a l'Ukraine, il y a le Vietnam, il y a tellement d'enjeux qui font que faire une pause, par exemple, comme ça a été réclamé par beaucoup de patrons de la tech américains, c'est quelque chose de très difficilement envisageable. Parce qu'en face, ça va peut-être aller plus vite, plus fort, et ça va pouvoir nous desservir. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle d'éthique, qu'on parle d'intégrité, et qu'on politise justement, et qu'on arrête de se boucher le nez quand on arrive sur ces questions-là, et qu'on dit, en fait, il faudrait peut-être le politiser un petit peu plus, discuter un petit peu plus, éduquer les politiques. C'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que je vous invite vraiment à faire. Allez interpeller les politiques, allez éduquer les politiques, et sinon, venez à l'Académie des futurs leaders, ou financez-nous d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a un gros sujet aussi. Et comment on fait pour rentrer à l'Académie, justement? C'est quoi les critères? Comment on arrive? Alors, l'Académie, on a un processus de nomination. Donc, on ne peut pas candidater pour y entrer. Mais je vous invite à nominer des gens qui vous inspirent, que vous trouvez géniaux et génial, et que vous voulez voir entrer en politique. J'ai cité Stéphane Ravaclé tout à l'heure, qui est le boulanger gréviste de la faim. On accompagne actuellement une membre du GIEC, on accompagne un autre boulanger, lui, qui est guinéen, des activistes féministes, des entrepreneurs sociaux, des gens qui travaillent aussi sur la tech. Et il faut qu'ils soient nominés. Et après, il y a tout un truc de jury, parce qu'on va prendre des personnes qui incarnent des causes et des batailles, qui sont dans l'éthique, dans l'intégrité, dans aussi la compassion, et qui ont envie de sauter le pas et de se lancer en politique. Le problème, c'est que si je vous pose la question ici dans la salle et que je demande qui veut se lancer en politique, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de mains qui se lèvent. Qui veut se lancer en politique? Ok. Voilà. Je ne le fais pas parce que parfois les gens ils me disent tu nous shames un peu. Mais finalement, il y a assez peu de désir d'incarner, de se lancer, de mobiliser. Et moi, j'ai très peur, en fait, du côté, on va déléguer tout ça, on va bien voir ce qui va se passer. Et du coup, si on fait rien, si on s'occupe pas de la démocratie, c'est l'antidémocratie qui va s'occuper de nous. Avant de passer aux questions, est-ce que tu as un message que tu aimerais finalement nous faire passer sur... Je vais le faire passer en répondant aux questions parce que j'aimerais savoir qui est en face de moi. Très bien. Alors, est-ce qu'on a des questions? Oui. Alors, on va commencer par là et ensuite là. Bonjour. Je me demandais si vous aviez des cas concrets de l'utilisation de l'IA dont vous pourriez nous parler, que vous avez utilisé en fait au sein de votre académie justement. Alors nous, on fait de la formation, hein. C'est pas tant des exercices concrets, mais je pense que oui, il y a des cas pratiques où on peut se pencher sur comment on va faire une campagne, par exemple une campagne pour les droits humains, une campagne pour l'Europe, en utilisant l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux, évidemment. On pourrait faire un programme complet. Ce serait génial. Il y a les élections européennes dans 1 an. Je crois que le taux d'abstention va être d'à peu près 80%. Il y a un petit peu des campagnes dans le métro, mais finalement, je ne sais pas en fait ce qui va se passer. Et enfin, moi, je le dis souvent, et maintenant, je sais bien que plus personne ne se sent choqué par ça. Mais oui, l'extrême droite est aux portes du pouvoir en France, donc tous les moyens vont être utiles là. Et pas les moyens qui vont mettre en scène Emmanuel Macron à côté d'une poubelle qui brûle pendant les mouvements sur la réforme des retraites. Merci. Bonjour, merci. Je m'appelle Clément Thiebaud, je travaille à l'ambassade du Canada à Paris. Alors, j'étais un peu surpris. Je vous trouve sévère quand vous dites on ne voit rien du tout en matière d'éthique, de l'IA ou d'IA responsable. C'est justement des thèmes que je ne suis pas spécialiste de l'IA, mais je connais un tout petit peu ces trucs-là parce qu'il y a des initiatives entre le Canada et la France, notamment le partenariat mondial en IA, qui a été rejoint par beaucoup d'autres pays. Et puis l'Université de Montréal qui a travaillé sur une co-construction, justement, vous avez prononcé le mot, pour mettre au point une déclaration de l'IA responsable, qui je crois fait plutôt référence jusqu'ici. Après, je ne dis pas que c'est... les effets derrière dépendent des gens qui font de l'IA ou qui l'utilisent, mais je voulais savoir ce que vous pensiez de ces choses-là. Je trouve ça extraordinaire, et tout comme je trouve extraordinaire des personnes et des politiques et des gouvernements qui se positionnent pour une réglementation de l'IA. Ça fait débat, vu que le président de la République française a quand même annoncé il y a 2 jours que ce n'était pas vraiment le sujet qu'il fallait mettre sur la table. D'autres pays se positionnent plutôt pour. Le rapport
rapport de la CIA qui date de l'année dernière, qui donne des scénarios extrêmement pessimistes quant à l'avenir du monde et prédit quand même que l'Union européenne est le seul acteur qui va pouvoir jouer un rôle là-dessus avec un scénario. Moi, je suis pas sévère par rapport au rapport de la CIA, il faut le lire, quoi. Les 3 scénarios pour le futur, c'est catastrophique. Mais une des bonnes choses, c'est qu'il dit que l'Union européenne va pouvoir se positionner comme leader, et il y a une plateforme pour pouvoir se positionner comme leader sur ces sujets de réglementation et d'éthique. Aujourd'hui, les effets, on ne les voit pas. On ne les voit pas, et non seulement il y a la menace de l'extrême droite, de l'utilisation des peurs, mais il y a la réalité d'un réchauffement climatique qui donne une espérance de vie aux enfants de à peu près 15 ans, un enfant qui naît aujourd'hui, une réalité de 400 millions de déplacés à cause du climat d'ici à 2050, l'Europe qui est une forteresse où personne ne passe, et du coup, forcément, on va détester les immigrés, les étrangers, l'Union européenne, les gouvernements, etc., et on ne va plus voter. Donc oui, bien sûr qu'il y a de très bonnes initiatives, mais je crois qu'on a besoin d'aller 10 fois plus vite. Après, moi, on me fait venir pour justement raconter ce genre de choses. D'autres questions? Oui. Eh bien, écoutez, merci. Merci beaucoup. Merci Alice et pour cette keynote. Et puis, on reste avec toi quelques instants pour répondre aux questions juste après. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup.